le professeur Miguel remarqua que le ventre de son élève semblait grossir de jour en jour et il ne put s'empêcher de poser la question qui le taraudait. « Sophia, ton ventre, es-tu enceinte ?» Cette question était trop lourde pour une fillette d'Aix en grave peine 7 ans. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Miguel eut un haut-le-cœur. Il ne pouvait même plus respirer en attendant une réponse négative, quelque chose qui dissiperait ce malentendu. Mais la réponse ne vint pas et la réaction de la fillette ne pouvait signifier qu'une chose. Mais avant que cette question n'existe, il y avait déjà une histoire et tout avait commencé quelques semaines auparavant. Sophia était l'une des élèves les plus douces de l'école primaire Benito Juárez. Elle adorait dessiner des chevaux. Elle disait qu'elle voulait être vétérinaire et ses petits yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle parlait d'animaux. Miguel se souvenait bien du jour où elle était arrivée dans le groupe, timide, mais pleine de curiosité. Mais ce mois-ci, quelque chose avait changé. Elle arrivait silencieusement, évitait de parler. Elle s'asseyait toujours le dos voûté, comme si elle voulait se cacher. Ses camarades continuaient à jouer, mais elle préférait rester dans un coin, se serrant contre elle-même. Et il y avait quelque chose d'encore plus préoccupant. Son ventre grossissait lentement, jour après jour, mais ce n'était pas comme lorsqu'un enfant prend du poids, c'était différent. Au début, Miguel pensa qu'il s'agissait peut-être d'une simple impression ou d'un malaise passager, mais non. Son ventre était plus visible, plus tendu et Sophia plus distante. Ce matin-là, le cours portait sur la famille. Miguel demanda aux élèves de dessiner avec qui ils vivaient. C'était un exercice simple, innocent. Les enfants prirent leurs crayons de couleur et commencèrent à remplir les feuilles avec enthousiasme. Sauf Sophia. Elle dessina 3 personnes. Une femme aux cheveux longs, une fillette avec des tresses. Clairement elle, et un grand homme, tout peint en noir, sans yeux, sans bouche, juste une ombre sombre à côté de la famille. Miguel regardait le dessin le cœur serré. Quelque chose dans ses traits disait plus que 1000 mots. Et avant qu'il ne puisse poser la question, il entendit un murmure venant du pupitre d'Aix en grave côté. Sophia parlait à une camarade. C'est de sa faute. Cela fut comme une gifle. L'enseignant ne réagit pas sur le coup, il garda cette phrase en tête comme on garde une alarme allumée. Le père d'une fillette aussi douce pouvait-il vraiment lui avoir fait quelque chose d'aussi horrible? Miguel ne voulait pas y croire, mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il attendit la fin du cours, demanda à Sophia de rester un moment, la conduisit au fond de la salle, l'endroit où il avait l'habitude de discuter avec les élèves les plus timides. Il s'assit en face d'elle, cherchant les mots appropriés pour une question qu'il était impossible de poser avec délicatesse. Et il dit alors, « Sophia, j'ai remarqué que ton ventre est différent et que tu es très silencieuse. Je suis inquiet. Je dois te poser une question très sérieuse. Me fais-tu confiance ?» Elle hocha à peine la tête, de façon presque imperceptible. « Sophia, ton ventre, es-tu enceinte ?» Elle ne répondit pas, elle se contenta de pleurer. Et ses pleurs dirent à Miguel tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il y avait de la douleur, il y avait de la peur et peut-être un secret trop sombre pour qu'une fillette le porte seule. Miguel se tenait là, les bras croisés, essayant encore de digérer la conversation avec Sophia, lorsque le portail s'ouvrit. Peu à peu, les parents commencèrent à arriver. Le bruit typique de la fin de journée, les rires, les pas précipités, les clés qui tintent et les moteurs qui démarrent sur le parking ne l'atteignaient plus. Sophia était à ses côtés avec son petit sac à dos sur l'épaule et le regard fixé au sol. Elle ne parlait pas, ne demandait rien, elle attendait simplement. Et Elena apparut alors. La maman arrivait pressée comme toujours, les cheveux relevés en un chignon serré, le visage un peu fatigué, vêtue simplement, mais il y avait quelque chose de rigide dans sa façon de marcher. En voyant sa fille, elle accéléra le pas et força un sourire. « Bonjour, mon amour, dit-elle en lui touchant l'épaule. Sophia ne répondit pas, elle se contenta de s'approcher docilement. Miguel profita de l'occasion. « Madame Elena, appela-t-il d'un ton prudent. Pouvons-nous parler un instant ?» Elle se retourna, surprise. Son sourire s'effaça un peu. « Bien sûr, monsieur. Y a-t-il un problème ?» Il hésita une seconde, choisissant soigneusement ses mots. « Eh bien, j'ai remarqué quelques changements chez Sophia ces dernières semaines. Des changements qui m'inquiètent. » Elena fronça les sourcils. « Quel genre de changement ? » Elle est plus silencieuse.
Elle évite de fréquenter ses camarades et aussi les enseignants. Et il y a un problème physique. Son ventre semble gonfler et elle a elle-même laissé entendre que cela pourrait avoir un lien avec son père. C'était quelque chose de très subtil, mais cela a attiré mon attention. Elena cligna plusieurs fois des yeux, confuse, puis elle rit, un rire court, nerveux. « Oh, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous exagérez. Les enfants changent d'humeur tout le temps et ce ventre, ce n'est rien. Elle passe son temps à manger des cochonneries. Ce sont sûrement des gaz. » Miguel essaya de garder son calme. « Je comprends, parfois on ne remarque pas tout au quotidien, mais en tant qu'éducateur, il est de mon devoir d'observer et de signaler quand quelque chose me semble anormal. Aujourd'hui, lors d'une conversation privée, elle a pleuré et cela m'a vraiment inquiété. » Elena plissa les yeux. « Vous lui avez parlé seul ? » ?»« Oui, juste quelques minutes. » Avec beaucoup de respect et de précaution, elle semblait effrayée et a dit qu'elle ne se sentait pas bien et que c'était la faute de son père. Le visage d'Elena changea immédiatement. Il se durcit. « Excusez-moi, monsieur, mais vous interprétez tout de travers. Carlos est le meilleur père que cette fillette puisse avoir. Il l'emmène se promener, il prend soin d'elle, il joue avec elle, il lui achète tout. Sofia l'adore. Et je ne vais permettre à personne de dire le contraire. » « Je ne dis pas cela, » répondit Miguel d'une voix calme. « Je dis seulement qu'il est clair que quelque chose ne va pas chez elle. Il serait peut-être bon de l'emmener chez le médecin, de lui faire des examens, de mieux comprendre ce problème de ventre. »« Écoutez, » interrompit Elena en élevant maintenant la voix. « Je suis la maman. Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Si je pense qu'elle a besoin d'un médecin, je l'emmène moi-même. Mais vous n'avez pas le droit de lui poser ce genre de questions, ni d'inventer des choses. Cela peut traumatiser une fillette. » Miguel sentit la chaleur lui monter au visage, mais il respira profondément. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. « Croyez-moi, madame, je veux seulement protéger votre fille. Rien de plus. Eh bien, protégez-la en lui enseignant les mathématiques et l'espagnol et ne vous mêlez pas de notre famille. » Sans lui donner l'occasion de répondre, elle prit la main de Sofia et s'éloigna. La fillette s'en alla avec elle en silence. Miguel resta là, le cœur lourd. Les autres parents se dispersaient déjà et le portail était sur le point de se fermer. Mais il y avait une chose dont il était très sûr. Ce silence de Sofia disait plus que 1000 cris, et si personne d'autre ne voulait l'écouter, lui, il l'écouterait. Miguel passa une mauvaise nuit, ou plutôt, il ne dormit pas du tout. L'image de Sofia assise à son pupitre, les yeux remplis de larmes et le ventre visiblement gonflé, ne quittait pas sa tête. La façon dont elle pleurait sans dire un mot, le murmure qui le glaça le sang, c'est de sa faute. Et puis la réaction furieuse de la mère. Tout ressemblait à un puzzle avec des pièces manquantes, mais avec quelque chose de clair. Le danger était là. Quand le jour se leva, Miguel avait déjà pris une décision. Il était enseignant, pas policier, pas médecin, pas juge, mais il avait un devoir. Et ce devoir commençait par quelque chose de simple, bien que difficile, faire le premier pas. Il prit le téléphone et, la main tremblante, composa le numéro du commissariat de sa zone. Une voix fatiguée répondit. Après avoir écouté tout le récit, l'officier demanda de se calmer. « Vous êtes enseignant, n'est-ce pas » demanda le policier à l'autre bout du fil. « Oui, de l'école primaire Benito Juárez. »« Écoutez, monsieur, nous pouvons aller chez eux pour discuter. Mais sans plainte formelle ou preuve claire, il ne s'agit que d'une visite, une vérification, rien de plus. »« Je comprends, » répondit Miguel, « mais malgré tout, s'il vous plaît, allez-y, cette fillette a besoin d'aide. » Avant de raccrocher, il nota le numéro du signalement, puis appela le DIF, Développement intégral de la famille, conseil de tutelle. De l'autre côté, une femme répondit d'une voix ferme. Elle s'appelait Ramirez. Elle était conseillère depuis plus de 15 ans. Elle écouta tout en silence. Elle n'interrompit pas une seule fois. « Vous me dites que la fillette a mentionné quelque chose en rapport avec son père » demanda-t-elle à la fin. Elle a dit que ce qu'elle ressent est de sa faute. Elle n'a pas expliqué. Elle a pleuré et n'a pas pu me répondre lorsque je lui ai demandé si elle était enceinte. Son ventre est visiblement gonflé. Oui. Et elle a beaucoup changé ces dernières semaines.
La conseillère prit note et sa réponse fut très différente de celle de la police. Professeur Miguel, ce que vous avez fait aujourd'hui est courageux et correct. Je n'ai pas pu me taire. C'est ainsi que l'on commence à protéger une fillette. Avec ce malaise qui nous empêche de dormir. Nous allons ouvrir un protocole d'urgence. Nous allons lui rendre visite et commencer une enquête formelle. Miguel sentit le poids sur sa poitrine s'alléger, même si ce n'était qu'un peu. Enfin, quelqu'un d'autre s'impliquait dans cette histoire. Dans l'après-midi, comme promis, une patrouille s'arrêta devant la maison de Sofia. C'était une rue simple avec des trottoirs étroits et peu de voitures. 2 agents descendirent, frappèrent au portail et furent reçus par Elena. La conversation fut tendue. Carlos, le père, apparut peu après. Les yeux plissés et les bras croisés. Miguel, qui observait de loin, savait que ce n'était que le début. La police entra, resta une vingtaine de minutes et ressortit sans cri, sans menottes, juste un papier rempli de notes. Dans le rapport, il était écrit « Visite à domicile effectuée ». La mineure présente une apparence stable, sans signe visible de violence physique. Les parents nient toute situation irrégulière. Un suivi sera effectué à l'avenir. Et c'est tout. La loi était claire. Sans aveu, plainte directe ou preuve évidente, la police ne pouvait rien faire de plus que d'observer. Mais le conseil de tutelle était une autre histoire. La cloche de la sortie sonna ponctuellement à 11h20. Les enfants coururent dans la cour avec la même euphorie que d'habitude. Ils criaient, ils riaient. Ils appelaient leurs parents au loin, mais Miguel ne bougea pas. Il resta debout sous l'ombre du couloir, les yeux fixés sur le portail. Il savait que ce qu'il avait fait ce matin-là ne resterait pas silencieux bien longtemps, et cela ne resta pas silencieux. Carlos apparut entre les voitures, les pas fermes, le visage fermé, une chemise polo grise, des chaussures de ville, le regard direct, sans hésitation. Sofia le vit en premier, ne sourit pas, se contenta de se lever du banc où elle attendait et serra son sac à dos contre elle. Miguel remarqua comment elle haussait les épaules, le geste de quelqu'un qui se prépare à quelque chose de mauvais. Carlos passa à côté de 2 mamans qui discutaient et se dirigea directement vers l'enseignant. « Vous êtes le professeur Miguel. »« Oui, c'est moi, » répondit-il en sachant déjà ce qui allait se passer. « Alors c'est vous qui êtes derrière cette idiotie, n'est-ce pas ?» Miguel essaya de garder son calme. « Excusez-moi, je ne comprends pas. »« Vous comprenez ?» interrompit Carlos d'un ton de voix suffisamment élevé pour attirer l'attention. « Vous avez posé des questions à ma fille, vous lui avez mis des idées en tête, vous avez dit des choses absurdes à ma femme. Qu'est-ce que vous prétendez? Inventer une rumeur, faire le buzz sur les réseaux sociaux, salir le nom de ma famille. Je suis seulement en train de protéger votre fille, monsieur Carlos. Ce que j'ai vu en classe m'inquiète beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est votre impudence, cria Carlos de plus en plus agité. Vous avez osé poser une question aussi barbare à une fillette, m'accuser de je ne sais quoi. Avez-vous une idée de ce que vous faites? Certains parents s'éloignèrent, d'autres enfants se turent. Plusieurs mères tirèrent leurs enfants de l'autre côté de la cour, voyant que la situation pouvait dégénérer. Personne n'a fait d'accusation, répondit Miguel avec fermeté, mais votre fille a besoin d'aide et si personne d'autre ne veut le voir, alors moi je le ferai. Carlos fit un pas en avant. Son regard était intense, menaçant. Vous avez franchi la ligne. Je vais vous poursuivre, vous et cette école, pour calomnie, pour diffamation, pour harcèlement. Vous choisissez. Faites ce que vous croyez nécessaire, monsieur Carlos, dit Miguel sans élever la voix. Mais je ne vais pas faire comme si tout allait bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Carlos serra les poings. Sofia était debout à quelques mètres de là, le regard fixé au sol. Elle ne clignait même pas des yeux. La directrice apparut au fond, appelant le père par son nom d'un ton ferme mais contenu. « Monsieur Carlos, s'il vous plaît, ceci est un environnement scolaire. Je vous demande de garder votre calme. » Il ne répondit pas, se contenta de se tourner vers sa fille et tendit la main. « Allons-y maintenant. » Sofia marcha en silence. Elle ne regarda ni son père, ni l'enseignant, ni personne. Carlos lui prit la main et s'en alla sans dire un mot de plus. Miguel resta là sans bouger. Elena avait peur, mais elle ne l'admettait pas. Depuis que Carlos était revenu furieux de l'école,
disant que le professeur Miguel l'avait confrontée devant tout le monde, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il n'y avait pas encore de plainte formelle, mais la menace était déjà réelle et elle le savait. Le DIF allait bientôt frapper à sa porte. Il fallait agir. Le lendemain matin, elle vêtit Sofia des plus beaux vêtements qu'elle trouva, un chemisier blanc avec un col et un pantalon léger. Elle lui mit du parfum et lui attacha les cheveux avec un ruban bleu. Elle voulait montrer la normalité, une apparence de soin, d'attention. « Nous allons faire un petit tour chez le médecin. »« Oui » dit-elle en forçant un sourire. Sofia acquiesça en silence. C'est ainsi qu'elle répondait à presque tous ces derniers jours. Elena n'emmena pas la fillette chez un spécialiste. Elle ne chercha pas un pédiatre de confiance ni une clinique reconnue. Au lieu de cela, elle choisit un petit cabinet de ceux qui soignent rapidement, où elle connaissait une réceptionniste qui lui devait une faveur. Le médecin, un généraliste déjà âgé, la reçut après une demi-heure d'attente. Il ne regarda presque pas la fillette, il se contenta d'écouter Elena, qui mena la conversation comme si elle connaissait déjà le diagnostic. « Docteur, ma fille a le ventre gonflé depuis quelques jours. Elle a toujours eu du mal à aller aux toilettes et maintenant, avec le stress, je crois que cela a empiré. C'est peut-être une intolérance. La maman de ma grand-mère avait des problèmes de gluten. Vous croyez que cela pourrait être cela ? » Le médecin acquiesça vaguement en écrivant. Cela pourrait être, oui. Peut-être une maladie cœliaque ou seulement des gaz accumulés. C'est assez courant. Vous croyez qu'il faut faire des examens ? Écoutez, si vous voulez, vous pouvez lui en faire, mais normalement, dans ces cas, je recommande un régime doux, sans gluten, sans produits laitiers. Si elle s'améliore, nous saurons ce que c'est. Je vais écrire cela dans le rapport. Elena sourit. Un soulagement déguisé. Parfait. Si vous pouvez noter que l'inflammation est compatible avec une intolérance alimentaire, cela m'aide beaucoup. Vous comprenez. De nos jours, tout le monde se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Le médecin acquiesça sans discuter. Il imprima un rapport court avec un langage générique, pas d'échographie, pas d'analyse de sang, pas un mot sur une évaluation pédiatrique. En sortant du cabinet, Elena serrait le papier entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ce n'était pas une réponse, mais c'était quelque chose. Quelque chose à montrer au DIF, quelque chose pour éloigner les soupçons. Sofia à ses côtés, marchait en silence. Ce soir-là, pendant que Carlos regardait la télévision et buvait de la bière, Elena s'enferma dans la chambre avec la fillette, s'assit sur le lit et la regarda fixement pendant plusieurs secondes. « Écoute, ma fille, quand ces dames viendront te parler, tu diras la vérité. Oui, que nous t'aimons, que ton père prend soin de toi, que rien de mauvais ne se passe ici. » Sofia regarda sa maman. « Mais j'ai mal, maman. Je sais, mon amour, c'est à cause de ton ventre, mais nous nous en occupons déjà. Tu te souviens ? Le médecin a dit que c'est à cause de la nourriture et si tu dis autre chose, ils vont te l'emmener. Ils vont t'éloigner de moi. C'est ce que tu veux. » La fillette secoua la tête, effrayée, « Alors tais-toi. » Oui. Sofia se contenta de se coucher. Elle ne dit rien. Dans l'obscurité de la chambre, Elena crut qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité ne s'efface pas avec un papier et qu'un enfant n'oublie jamais ce qu'il ressent dans son propre corps. Le mardi matin, peu avant le début des cours, une camionnette sans logos officiels se gara discrètement devant l'école primaire Benito Juárez. Une femme de petite taille, les cheveux gris relevés en un chignon ferme et une expression de celle qui a déjà vu le pire, et a appris à reconnaître le mal même lorsqu'il porte du parfum, descendit du siège arrière. C'était Madame Ramirez, conseillère du DIF depuis près de 20 ans. Elle n'avait pas besoin de grand-chose pour remarquer quand quelque chose ne collait pas. Et dans le cas de Sofia, elle sentait déjà l'odeur du mensonge avant même de s'asseoir pour discuter. La directrice de l'école la reçut avec formalité, lui offrit un café qu'elle refusa et lui indiqua la salle où le professeur Miguel l'attendait. Dès qu'elle entra, Ramirez ne sourit pas, mais son regard aimable transmit de la confiance. « Professeur Miguel, » dit-elle en s'asseyant calmement, « racontez-moi tout. » Dès le début, sans hâte, sans peur, Miguel prit une profonde inspiration et commença. Il parla des dessins, du silence soudain, du ventre, de la phrase qu'elle avait murmurée, de son refus de parler, de la question difficile, des pleurs, de la réaction de la mère, de la menace du père,
il ne cacha rien. C'était une fillette joyeuse, sensible. Elle disait qu'elle voulait être vétérinaire, mais maintenant c'est comme si elle s'était cachée à l'intérieur d'elle-même. Ramirez prenait des notes rapides, n'interrompait pas, se contentait d'observer. Quand Miguel eut terminé, elle posa une seule question. « Vous croyez qu'elle subit des abus ?» Miguel hésita. Puis il répondit avec ce qu'il ressentait. « Je ne sais pas, mais je crois qu'elle a peur et qu'elle a besoin d'aide. Cela me suffit. » La conseillère acquiesça en fermant son carnet. « Merci. Vous avez bien fait de ne pas vous taire. » Ce même après-midi, la conseillère visita la maison de la famille. Elena la reçut avec une sympathie forcée. La maison était impeccable, sentait le produit de nettoyage et une série télévisée passait en fond sonore. Carlos était également présent, une chemise formelle, le visage sérieux, mais les yeux toujours plissés, comme si tout lui paraissait suspect. Ramirez se présenta et alla droit au but. « Je suis ici à cause de la situation de la petite Sofia. Nous avons reçu une plainte formelle. Nous devons comprendre ce qui se passe calmement. » Elena s'avança comme si elle l'avait déjà répété. « Écoutez, tout cela est un malentendu. Le professeur a posé des questions inappropriées à ma fille. La pauvre chérie. Elle est devenue nerveuse. Mais nous avons déjà réglé le problème. Elle a une intolérance alimentaire. Nous sommes allés chez le médecin. Voici le rapport. Il n'y a rien d'étrange. » Carlos confirma d'un léger mouvement de tête, les bras croisés. « La fillette va bien, mange bien, dort bien, elle a seulement le ventre gonflé à cause de ce qu'elle mange. Vous voyez comment grandissent les enfants, n'est-ce pas ?» Ramirez demanda à voir le rapport. Elle le lut attentivement. Il était court, vague, ne demandait pas d'examen, aucun pédiatre impliqué. Elle leva les yeux. « Aucun de vous n'a jugé nécessaire d'enquêter davantage, de lui faire des examens, de l'emmener chez un spécialiste ?» « Nous connaissons notre fille, » répondit Elena, agacée. « Et honnêtement, cette enquête ne sert qu'à nous mettre mal à l'aise. » Carlos ajouta, « Je suis le père, Madame Ramirez, et je ne vais pas permettre que l'on remette en question ma conduite uniquement sur des suppositions. Cela ressemble déjà à un cirque. » La conseillère rangea le papier et ferma son dossier. « Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, seulement pour protéger une fillette. » Elena serra les lèvres. Carlos ne répondit pas. En sortant de la maison, Ramirez nota une dernière observation. Environnement contrôlé, défense excessive, manque d'intérêt pour approfondir le diagnostic médical. Le comportement des parents ne concorde pas avec l'état émotionnel de la mineure. Elle avait déjà vu ce genre de scénario auparavant. Des familles qui semblaient parfaites et des fillettes qui pleuraient en silence. Dans ces maisons, la vérité mettait souvent plus de temps à sortir, mais elle finissait toujours par sortir. Sofia ne comprenait pas bien ce qui se passait, elle le sentait seulement. Et ce qu'elle sentait, c'est que le monde était devenu plus froid. À l'école, les regards commencèrent à changer. Les camarades qui s'asseyaient auparavant à ses côtés murmuraient maintenant quand elle s'approchait. « Vous avez vu son ventre ?» chuchota-t-il, « on dirait qu'elle a un ballon à l'intérieur. » Sofia faisait semblant de ne pas entendre, mais elle entendait tout. Elle ne jouait plus pendant la récréation. Elle restait assise sur le banc en bois, près du potager, avec son sac à dos sur les jambes, cachant ce qu'elle ne pouvait plus cacher. Les mots qui ne sortaient pas de sa bouche se gardaient dans ses yeux. Ses yeux qui étaient auparavant curieux, pleins de vie, semblaient maintenant toujours sur le point de pleurer. Le professeur Miguel l'observait de loin. Il essayait de lui sourire, de lui montrer qu'il était là, mais Sofia évitait son regard, non pas par manque de gratitude, mais par peur, comme si le moindre geste de plus pouvait tout empirer. À la maison, le silence était encore plus pesant. Elena et Carlos ne se regardaient presque pas. Ils parlaient doucement, comme si quelqu'un pouvait les entendre. Et quand ils se disputaient, ils montaient le volume de la télévision, mais pas suffisamment pour tout couvrir. Sofia restait dans sa chambre. Cette même chambre qui était auparavant remplie de dessins collés au mur, était maintenant vide. Elle les avait tous enlevés seule, comme si elle voulait effacer toute trace de la fillette qu'elle était. Elle passait des heures à serrer contre elle sa peluche préférée, un petit cheval en peluche marron avec les pattes molles et la crinière ébouriffée que son papa lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Il s'appelait Trueno.
Avant, elle le faisait galoper sur le lit et sauter avec lui. Maintenant, elle se contentait de le serrer fort contre elle, comme si c'était la seule chose au monde qui n'avait pas changé. Sophia ne savait pas pourquoi elle avait mal au ventre. Elle ne savait rien de l'intolérance alimentaire, ni de l'enquête, ni du DIF. Elle savait seulement que depuis cette promenade avec son papa dans un endroit avec de l'eau stagnante et une odeur bizarre, tout avait changé. Elle avait eu de la fièvre. Ensuite, son ventre avait commencé à gonfler et alors tout ce qu'elle aimait était devenu lointain. Elle sentait qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais elle ne savait pas quoi. Ses parents étaient toujours nerveux et personne ne lui disait pourquoi. Elle savait seulement qu'avant, sa maman lui coiffait les cheveux avec tendresse. Maintenant, elle les relevait à la hâte et disait « Allez, Sophia ». Avant, son papa la portait et lui racontait des blagues. Maintenant, il ne la regardait presque plus. Elle se sentait coupable de quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Et quand la culpabilité vit à l'intérieur d'un enfant, elle se transforme en labyrinthe. Le mercredi matin, une nouvelle élève arriva dans la classe de 2e B, Isabella. Des cheveux ondulés jusqu'aux épaules, un sac à dos coloré, de grands yeux curieux. C'était le genre de fillette qui semble s'adapter à n'importe quel endroit avec seulement un sourire et 2 mots. Elle ne connaissait personne, mais cela ne semblait pas l'importer. Pendant que le professeur Miguel la présentait au groupe, Sophia gardait le regard fixé sur sa table. Elle ne levait plus les yeux, et encore moins elle ne parlait. Mais Isabella remarqua qu'il y avait une fillette qui ne souriait pas et se dirigea directement vers elle. Elle s'assit à ses côtés sans demander la permission, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Bonjour », dit-elle avec un sourire timide. « Tu aimes les chevaux ?» Sophia leva les yeux, surprise. Elle mit un peu de temps à répondre. « Oui, moi aussi. Mon grand-père en a un, il s'appelle Esteban. » Sophia ne dit rien, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sourit, même si ce n'était qu'un tout petit peu. Dans les jours suivants, quelque chose d'étrange commença à se produire. Sophia parlait doucement, seulement avec Isabella, mais elle parlait. Les deux partageaient leur déjeuner pendant la récréation, échangeaient de vieilles vignettes que Sophia gardait dans son sac à dos et riait même vraiment quand personne ne les voyait. Le professeur Miguel les observait de loin, ne s'en mêlait pas, se contentait de remarquer, et au fond de lui, quelque chose se calmait en voyant que la fillette commençait à s'ouvrir, même si c'était tout petit à petit. Le vendredi, pendant le cours d'art, les enfants dessinaient quelque chose qu'ils avaient fait pendant un week-end spécial. Pendant qu'ils peignaient, Isabella demanda « Es-tu déjà allé au ranch ?» Sophia acquiesça de la tête. « Avec mon papa. C'était le mois dernier, je crois. Et il y avait des chevaux, n'est-ce pas? Seulement un lac. L'eau était chaude, stagnante, il y avait des petites feuilles qui flottaient. Et tu t'es baigné? » Sophia hésita. Puis elle acquiesça. On a beaucoup joué. Après ça, j'ai eu de la fièvre et j'ai commencé à avoir mal au ventre. C'était juste après ça. Tu l'as dit à ta maman? Elle a pensé que c'était à cause de la nourriture, mais je crois que non. Le ton de la conversation était innocent, comme celui de deux fillettes se souvenant de quelque chose, mais quelqu'un écoutait. De l'autre côté de la salle, Miguel, pendant qu'il rangeait les pinceaux et lavait un pot de peinture, capta ces mots comme quelqu'un qui trouve une pièce perdue d'un puzzle ancien, lac, eau stagnante, j'ai eu de la fièvre. Ensuite, la douleur a commencé, il n'interrompit pas, ne dit rien, mais quelque chose s'activa à l'intérieur de lui. Cette information lui trotta dans la tête tout le reste de la journée, comme si le destin avait enfin commencé à lui chuchoter la vérité. Ce matin-là, Elena était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'elle entendit 3 coups secs à la porte. Ce n'étaient pas des visites, ce n'étaient pas des voisins, c'était Madame Ramirez. Elle apportait un dossier noir, une expression ferme et 2 feuilles pliées sous le bras. Carlos se leva du canapé avec méfiance. « Encore ça » murmura-t-il. Elena ouvrit la porte avec la tension écrite sur son visage. « Bonjour » dit Ramirez, sans détour. « Nous devons parler maintenant. » Ils s'assirent à la table. Sophia, encore les yeux gonflés de sommeil, resta debout dans le couloir, regardant de loin avec sa peluche dans les bras. Ramirez la remarqua, mais ne l'appela pas. Cette conversation était pour les adultes. « Monsieur Carlos, Madame Elena, nous sommes déjà venus ici auparavant et jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu, ce sont des réponses vagues,
des rapports superficiels et un refus constant de chercher des soins médicaux appropriés pour votre fille. Carlos croisa les bras. Nous l'avons déjà emmené chez le médecin. Il a donné un rapport. Il est dans le dossier. Un rapport superficiel fait par un généraliste et sans aucune étude, répliqua Ramirez sans élever le ton. Ce n'est pas du soin, c'est de la dissimulation. Elena respira profondément en essayant de garder son calme. Sofia va bien, elle mange, elle va à l'école. Elle est juste un peu repliée sur elle-même. Repliée, répéta Ramirez. Votre fille a le ventre visiblement gonflé depuis des semaines. Elle a complètement changé de comportement et a pleuré lorsqu'un enseignant lui a posé une question et vous continuez à dire que ce sont des gaz. Elle posa le dossier sur la table et sortit un document. C'est pourquoi je suis venu vous prévenir que si d'ici la fin de cette semaine vous ne permettez pas un examen médical complet et indépendant avec des études réelles, un pédiatre, un infectiologue ou ce qu'il faut, je serai obligé de demander au juge la garde provisoire de Sofia par l'État pour garantir sa sécurité. La phrase tomba comme un éclair. Elena devint pâle. Carlos, pendant une seconde, perdit sa contenance. Vous nous menacez de nous enlever notre fille, dit-il avec un mélange de rage et de désespoir. Je vous dis que si vous ne protégez pas votre fille, nous le ferons à votre place. C'est la loi et c'est la bonne chose à faire. Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par la respiration lourde de Carlos. Elena ferma les yeux en contenant ses larmes. Nous voulons seulement la protéger, nous ne cachons rien. Alors, prouvez-le, permettez les études. Si tout va bien, excellent. Mais sinon, vous avez encore le temps de vous en occuper. Ramirez se leva, rangea les papiers et regarda Sofia dans le couloir. La fillette continuait à serrer contre elle son cheval en peluche. Ses yeux demandaient de l'aide, même si elle ne disait pas un seul mot, ne laissez pas votre orgueil coûter la santé ou la garde de votre fille. Et elle s'en alla, laissant derrière elle une maison plongée dans la peur. Ce soir-là, Carlos ne dormit pas. Il resta assis sur le canapé, les bras croisés, regardant le vide. Elena allait de long en large en répétant des phrases à voix basse. Ils ne peuvent pas nous l'enlever. C'est notre fille. Ils exagèrent. Mais au fond, tous les deux savaient que la conseillère ne plaisantait pas. Carlos était assis dans l'obscurité. La télévision était allumée, mais il ne voyait rien.